Bonjour et bienvenue sur SpaceX Channel FR. Dans cet épisode, je vais commencer à défricher les bases de l'architecture d'un lanceur spatial. Par contre, je vous rassure tout de suite, je n'entrerai pas dans les détails ou les formules mathématiques. L'objectif de SpaceX Channel FR est de permettre à tous de comprendre et d'appréhender sans prise de tête les sujets du vol spatial et la spécificité de l'entreprise d'Elon Musk. Pour permettre à tous d'apprendre le jargon si particulier de l'industrie spatiale, vous trouverez en description le lien vers un lexique que j'enrichirai au fur et à mesure des épisodes. Si les spécialistes du spatial veulent y apporter des améliorations avec des définitions plus précises ou plus explicites, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, afin de me permettre d'effectuer les corrections nécessaires. Merci d'avance. Aller dans l'espace, c'est le rêve de beaucoup depuis très longtemps. Jules Verne pensait aller sur la Lune avec un obus issu d'un canon gigantesque et malgré des connaissances parcellaires pour l'époque, en a fait une description relativement réaliste. Enfin, si on ne tient pas compte des accélérations énormes qu'aurait dû subir l'équipage au décollage. Le récit est pourtant extrêmement intéressant et je vous invite à lire cette œuvre magnifique qui dépeint bien la manière dont on appréhendait l'aventure spatiale au XIXe siècle. Vous trouverez un lien en description. Pourtant, c'est une invention bien plus ancienne qui va nous permettre d'aller dans l'espace, la fusée. Son invention remonterait au XIIIe siècle en Chine. Elle doit son existence à l'invention de la poudre noire ou poudre à canon. Mélange de salpêtre, de soufre et de charbon en proportion précise, ce carburant a été déterminant dans l'histoire de l'humanité. Si elle a eu des applications militaires comme dans les canons, elle a aussi servi à agrémenter fêtes et cérémonies avec de magnifiques feux d'artifice. Les premières fusées n'étaient donc que des tubes creux, avec un orifice à leur base pour laisser échapper les gaz chauds en expansion et ainsi créer une poussée. Je n'entre pas ici dans le détail car cela fera l'objet d'un autre épisode consacré aux moteurs. En 1648, Francis Godwin décrit un assemblage de fusées assez similaire dans son principe à une fusée moderne à plusieurs étages, dans son voyage chimérique au monde de la Lune. Il ne s'agissait toutefois que d'un ouvrage philosophique et non technique, donc ces descriptions sont loin des techniques qui ont finalement été développées. C'est dans les années 1900 que les premières études sérieuses voient le jour. Grâce à de bonnes bases en mathématiques et en astrophysique, Konstantin Tsiolkovsky, instituteur russe de génie, dévoile un traité du vol spatial étonnant de précision et d'exactitude. Il y décrit des fusées à étages, des vaisseaux et même des stations spatiales. Ces écrits seront la base de toute la fuséologie moderne et marquent la naissance de l'aventure spatiale. Si l'ouvrage circule dans les milieux scientifiques, il n'inspire que peu de respect et se voit souvent tourné en dérision. Pourtant, certains ingénieurs de l'époque vont se pencher dessus et y trouver une source d'inspiration. Ainsi, en 1909, l'américain Robert Goddard se lance dans la fabrication de fusées. Ses recherches sont interrompues par la Première Guerre mondiale, mais Goddard ne se laisse pas démoraliser. Il aurait pourtant des raisons de le faire. Comme les écrits de Tsiolkovsky, ses travaux sont dénigrés par la presse à l'époque. En 1923, c'est un autre théoricien de l'espace, l'allemand Hermann Oberth, qui se verra refuser son doctorat suite à la publication de sa thèse, La fusée dans l'espace interplanétaire. Il deviendra pourtant plus tard, comme Goddard, l'un des pionniers reconnus de la science des fusées. Les mentalités évoluent très rapidement à cette époque, et de nombreux doudingues se lancent dans la création de fusées artisanales pas toujours très fiables. Oberth perdra d'ailleurs un œil lors de l'explosion d'une de ses créations. De nombreux clubs de fusées voient le jour, en URSS, aux États-Unis ou en Allemagne. C'est ainsi que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, de grands noms de la fuséologie moderne ont fait leurs premières armes, comme Werner von Braun. C'est cette fameuse Seconde Guerre mondiale qui va donner un immense coup de fouet aux fusées,
avec des programmes militaires comme le missile V2. Tous les moyens techniques et financiers sont réunis pour développer des armes. Les scientifiques à l'œuvre ont pourtant une autre idée en tête: envoyer des hommes dans l'espace. Je ne reviendrai pas sur cette sombre période ni sur les polémiques que cela a engendré. D'autres que moi l'ont déjà fait, et bien mieux que moi, comme ces 2 épisodes de la chaîne Astronogeek que je vous mets en description et qui illustrent bien le contexte de l'époque. À la fin de la guerre, Russes et Américains se saisirent des recherches de l'Allemagne nazie et continuèrent leur développement. C'est le 4 octobre 1957 que la fusée Semyorka, dérivée d'un missile balistique russe, parvient à mettre en orbite le premier satellite artificiel de l'humanité, Sputnik 1. Particularité de ce lanceur, il comportait plusieurs étages. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Jusqu'à présent, nous avons parlé de fusée et maintenant de lanceur. Quelle est la différence entre les deux ? Encore une fois, je vous propose d'aller voir une excellente vidéo à ce sujet de Florence Porcel, qui nous a fait une hilarante explication. Le lien se trouve dans le lexique et dans la description. Pour faire simple, une fusée désigne un engin balistique fonctionnant par le principe de la réaction. Le lanceur, lui, est un engin comportant des fusées pour lancer un truc dans l'espace. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Accrochez vos ceintures, ça va secouer un brin. Lorsque l'on lance un objet, on lui imprime une force de départ. Puis, en se déplaçant, il est soumis à une résistance aérodynamique et à la gravité terrestre. Sa trajectoire va alors décrire une courbe avec un point culminant, donc le point le plus haut, et un point d'impact. Si au lieu d'envoyer un projectile inerte comme un obus, nous envoyons une fusée, celle-ci accélère tant qu'elle a du carburant. Sa vitesse et son altitude augmentent, si on l'oriente bien entendu. Pour ensuite retomber suivant une trajectoire balistique, comme une masse inerte. Pour mettre un objet en orbite, il faut réussir à atteindre une vitesse telle qu'il ne retombe plus sur Terre. Cette vitesse a été calculée pour l'attraction terrestre à environ 27 000 km/h. Vous imaginez bien qu'il faut un sacré pétard pour en arriver là. La solution la plus simple voudrait qu'on utilise plus de carburant, mais ce faisant, on alourdit le lanceur. Plus de poids, ça veut dire qu'il faut plus de puissance pour arracher le lanceur à l'attraction terrestre. Plus de puissance, c'est plus de moteurs ou des moteurs plus gros, donc plus de consommation, et donc encore plus de carburant. Donc forcément plus de puissance, etc., etc. C'est le chat qui se mord la queue. L'autre possibilité est d'améliorer les moteurs et d'utiliser des carburants plus efficaces et plus légers, mais aussi de faire des fusées à la structure plus légère. Pourtant, ces améliorations ont des limites techniques qui ne nous permettent pas d'atteindre à ce jour de telles vitesses avec un lanceur à un seul étage. Du coup, certains se sont dit qu'on pourrait faire le lanceur en plusieurs sections. Larguer une partie du lanceur permettrait à chaque séparation d'avoir un projectile plus léger, donc plus facile à accélérer. De plus, chaque étage aurait alors une fonction spécifique pour permettre d'atteindre la vitesse requise. Le premier étage est massif. Sa fonction est de permettre d'arracher le lanceur du sol, mais aussi à la couche dense de l'atmosphère. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, aller dans l'espace implique de traverser l'atmosphère, qui est de moins en moins dense au fur et à mesure que l'on s'élève. La résistance aérodynamique va décroître avec l'altitude. Nous en reparlerons sous peu dans une autre vidéo. Donc le premier étage est massif, avec de très gros moteurs, très puissants. Ainsi, une Falcon 9 dispose de 9 moteurs à kérosène et à oxygène liquide, aussi appelés LOX. Ces moteurs sont optimisés pour fonctionner dans une atmosphère dense et délivrent toute leur puissance au décollage. Au fur et à mesure que le lanceur s'élève, les réservoirs de carburant se vident. Pendant ce temps, la pression atmosphérique baisse, favorisant ainsi la pénétration dans l'air, mais réduisant également l'efficacité des moteurs. Le premier étage est ainsi calculé pour offrir la meilleure vitesse terminale, ou la plus grande vitesse, avant de s'éteindre et d'être largué. Puissance des moteurs, structure et quantité de carburant sont finement calculés en fonction de ces paramètres et de la masse à envoyer en orbite. L'étage suivant est alors mis à feu pour continuer sa route et accélérer encore. Pour la Falcon 9, il ne comporte plus qu'un seul moteur qui est lui optimisé pour fonctionner dans le vide. On a alors besoin de moins de carburant pour pousser la charge utile.
Lorsque sa vitesse est suffisante, la courbe balistique ne touchera plus la surface de la Terre et l'ensemble sera en orbite. Pour des raisons pratiques, le second étage d'une Falcon 9 est arrêté et largué à une orbite très basse, afin de lécher l'atmosphère et ainsi de retomber sur Terre pour ne pas encombrer l'orbite terrestre. C'est la friction de l'air qui va ralentir le second étage et le ramener sur Terre. Bien entendu, les trajectoires sont calculées d'avance. Ça évite de se le prendre sur le coin de la figure. La charge utile se sert alors de ses propres moteurs pour se mettre en orbite finale. Orbite qui sera hors de la friction de l'atmosphère, pour éviter justement qu'il ne retombe. Voilà, vous savez maintenant pourquoi les lanceurs ont plusieurs étages. Pourtant, il reste un point à soulever. Ne pourrait-on pas faire des lanceurs à étages multiples pour encore améliorer le truc? C'est en effet possible, mais il faut prendre en considération les coûts, la complexité et la fiabilité d'un tel lanceur. De plus, la masse et la destination de la charge utile ont leur importance. Une Falcon 9 par exemple permet d'envoyer 23 tonnes en orbite basse et seulement un peu plus de 8 tonnes en orbite géostationnaire. La Falcon 9 appartient donc à une famille de lanceurs dits moyens comme l'Ariane 5, la Long March 5 chinoise ou la Delta 4 américaine. Pour envoyer des charges utiles plus massives ou les envoyer plus loin, il faudrait de plus grosses machines. C'est ainsi qu'ont été développés des lanceurs à plus de 2 étages. On pense forcément à la Saturne V qui a lancé les missions lunaires. Elle disposait de 3 étages pour envoyer la masse du train lunaire et était un bijou d'optimisation. La Semyorka soviétique est également un lanceur à étages multiples, avec 4 boosters flanqués sur les côtés du premier étage. Moins bien optimisée que la Saturne V, elle est très versatile et dispose de multiples versions en fonction de la mission. Ainsi, elle fait de 29 à 40 mètres de haut en fonction du nombre d'étages nécessaires. Autre configuration, celle de la navette spatiale américaine. Elle comporte 2 fusées à poudre comme premier étage et un énorme réservoir qui seront tous largués en cours de lancement. Les moteurs sont sur la navette elle-même pour permettre de les récupérer. La navette russe, par contre, disposait d'un vrai lanceur, Energia. Buran n'avait que des petits moteurs de désorbitation et de manœuvre. Le lancement ne se faisait qu'avec les moteurs du lanceur et les boosters. Reste un autre moyen d'augmenter la capacité d'un lanceur. Mettre plusieurs étages les uns à côté des autres. C'est ce qu'a fait SpaceX avec la Falcon Heavy. Ce sont 3 premiers étages ainsi accouplés qui assurent la première phase du lancement et qui peuvent être récupérés. Le gros avantage est de pouvoir standardiser la production et ainsi de réduire les coûts. Finalement, en dehors des considérations techniques, c'est bien l'argent qui est le nerf de la guerre. Récupérer autant d'éléments que possible permettra de rendre l'aventure moins chère et de réaliser des missions plus lointaines. Pourtant, ce n'est pas aussi évident que ce que l'on croit. Récupérer un lanceur veut dire développer des technologies spécifiques, mais surtout emporter le carburant du retour. Et comme je vous l'ai déjà dit, toute masse ajoutée va forcément dégrader les performances et réduire les capacités d'emport. Si envoyer une charge utile dans l'espace est un exercice périlleux demandant finesse de conception et précision des calculs, la récupération du lanceur est un exercice autrement plus complexe et personne avant SpaceX ne pensait cela possible et encore moins rentable. Alors comment les équipes d'Elon Musk sont-elles parvenues à un tel résultat? Eh bien c'est ce que nous verrons dans un prochain épisode de SpaceX Channel FR. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Cela permettra de la faire grandir et perdurer à l'avenir. Merci d'avance. Et sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas de rêver et de vivre vos rêves. Portez-vous bien. Ciao. Qui se verra refuser son doctorat suite à la publication de sa thèse « La fusée dans l'espace planétaire, le retour de l'Alsacien ».